Bonsoir et bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC pour vous rapprocher de la réalité de notre société. Et encore une fois, merci du temps que vous prenez pour regarder cette émission. L'ONU décrète pendant le mois de juin une journée dédiée à la sensibilisation à l'abus envers les personnes âgées, la violence, maltraitance. Donc, si l'ONU décrète une journée pareille, c'est que le problème est grave. Alors aujourd'hui, nous avons deux invités sur le plateau pour nous causer la violence envers les personnes âgées. Nous avons tout d'abord avec nous le docteur Vicky Naga, gériatre, qui peut nous répondre à nos bonnes questions. Bonsoir docteur. Bonsoir, madame. Et nous avons aussi sur le plateau Safia Adamji, qui est psychologue clinicienne. Bonsoir Safia. Bonsoir. Alors avec nos deux invités aujourd'hui, nous qui fait important, nous sensibilise la population à l'abus envers une personne âgée. Nous connaissons qui nous ben grandi moun arrivé à une certaine âge, se devine vulnérable. Alors peut-être pour commencer, docteur Vikinaga, par définition, la maltraitance, c'est quoi? Oui, comment dire, il y a un élément important, c'est la vulnérabilité. Donc, ça intervient que toi, une personne vulnérable. Et comment arrive sa maltraitance-là? C'est par tout geste, action ou défaut d'action sur cette personne vulnérable et qui porte atteinte à ses libertés, ses besoins fondamentaux, sur sa santé. Et quatrième item important, c'est en lien avec une relation de confiance avec une personne, il est en lien avec une institution, il est en lien avec une personne qui est dépendant de son soignant, par exemple. D'accord. Et quand il y a un abus, donc c'est là que ça dit qu'on considère comme une victime. Exactement, oui. Alors, peut-être Safia Adamji, donc on peut dire la violence. Quelles sont les différentes formes de violence qui existent? Alors, il y a différentes formes de violence vers la personne âgée. On peut parler de violence émotionnelle, on peut parler de violence psychologique, de violence physique, de violence sexuelle, malheureusement aussi, envers la personne âgée. Donc, on a plusieurs formes, en fait, elles existent, comme chez l'adulte ou l'enfant, toute forme de maltraitance chez la personne âgée. Alors, quelle est la différence entre la violence émotionnelle et la violence psychologique? Alors, on peut, comme le docteur Naga a dit, à défaut d'action ou d'inaction aussi envers une personne âgée, donc de ne pas prendre en compte la personne âgée, ce qu'elle veut, de la voir comme un objet de soin seulement et non pas comme une personne à part entière, de ne pas prendre en considération ce qu'elle aurait voulu, ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et il y a une violence aussi psychologique dans le sens où on ne va même pas écouter la personne âgée, on va la mettre dans un coin comme ça, décider pour elle, voir où est-ce qu'elle va vivre, pas vivre, avec qui. On va la placer en institution, en maison de retraite ou en home. Donc voilà, ça c'est un peu les formes de maltraitance. D'accord. Et donc, la personne âgée, vous voulez dire, elle a le droit, comme tout citoyen, de choisir ce qu'elle veut. Tout à fait. Elle reste acteur, actrice de ses choix jusqu'au bout et c'est malheureusement pas le cas dans notre société aujourd'hui. On le voit de plus en plus chez la personne âgée. C'est les enfants qui décident un peu à défaut ou même les legal guardians, comme on appelle, ou les responsible party. Donc, la personne n'est pas prise en compte. Les exemples typiques qu'on voit nous souvent, c'est vraiment, au lieu de parler à la personne âgée elle-même directement, on va parler aux enfants de son état, on va parler à son conjoint ou à sa conjointe de l'état de la personne, on ne va même pas lui parler, elle, de ce qu'elle souffre, de ce qu'elle a, de ce qu'elle ressent. Mhm. Et docteur? Donc, c'est effectivement, donc ça, c'est un acte, il n'est pas volontaire, il est involontaire. Mhm. Mais c'est pas parce qu'une personne est âgée qu'il n'a pas besoin de respecter ce droit à l'information. Donc, c'est très important. Et nous trouvons ça souvent quand nous recevons un patient
et la famille. Et la famille, tout de suite, dit non, docteur, pas annonce à la personne le diagnostic, pas d'y aller. Et pas pour supporter ce diagnostic-là. Donc, je me rappelais que nos droits à l'information, c'est envers le patient, avec certaines conditions, exceptions à la règle. Les enfants mineurs, etc., personnes qui ne sont pas dans un état cognitif de décider. Donc ça, c'est pas une exception. Mais on doit, la vérité, le droit à l'information, c'est envers la personne, avant tout. Donc, quand vous dites, dans le cas d'une personne enfin, qui est malade, c'est ça que vous voulez dire, Oui. le médecin, c'est son devoir d'informer le ou la patiente, cette personne âgée en tout cas, de lui dire son état de santé. Mais si les enfants décident que ben, pour protéger cette personne-là, on ne va pas trop lui dire, est-ce qu'on peut trouver un moyen, un consensus comme si pour dire, OK, ben, Le comment droit à est-ce qu'on peut faire? l'information, les appartenir au patient. Il y a une relation de confiance entre le soignant, le médecin, la psychologue, envers la personne qui les peut examiner. Hmm. Avec certaines exceptions, si la personne, les docteur, m'a pas envie de connaître. Ah, c'est la personne âgée même qui dit ça là. Non, m'a pas envie de connaître, dire ça à ma famille. Et là, le médecin, le soignant, il est capable de juger qu'effectivement, si l'annonce du diagnostic a un impact négatif, il est capable de faire mettre la loi autorise lui, donne l'information là à la famille, mais malheureusement, trop souvent, le soignant cache derrière cette exception-là pour pas cause du tout au patient. Donc, il Hmm. faut que ça devienne quand même une exception. Voilà. Donc, c'est la responsabilité aussi des soignants, docteur. Exactement, c'est la responsabilité des soignants de donner l'information, bien sûr, avec un mot adapté, pas pour dire une vérité crue, juste choisir les mots. Et ça, nous, on prend ça avec l'expérience, avec le temps, on a une formation aussi, pour moi, pour annoncer une mauvaise nouvelle ou pour annoncer un état de santé à la personne qu'on soigne. D'accord. Et ou tu en viens ajouter quelque chose par rapport à ça fait Adam J? Alors moi, je pense que déjà, il y a vu que le docteur a parlé de l'annonce diagnostic un peu qui se fait de manière assez brutale, aujourd'hui, ça c'est ce qu'on a vu un peu, Mhm. qu'il y a peut-être toute une... C'est pour ça qu'on travaille en pluridisciplinaire et qu'il y a le rôle un peu du médecin. Donc l'annonce reste médicale, bien évidemment, c'est au médecin de le faire. Et puis, il y a toute une équipe qui peut éventuellement accompagner à ça pour entendre ce que la personne ressent après, parce que bien souvent, quand on a une annonce assez lourde comme ça, c'est dur à gérer. Après, il y a plein d'émotions qui viennent après. Donc, Mhm. du coup, il y a une équipe qui peut aider, qui peut accompagner à ce cheminement. Alors, justement, docteur, hein, dans le cas de violence, quand nous cause violence, il y a ben grand monde qui est déjà malade, vous êtes capable, il y a ben problème, comme on le connaît, hein, de maladies chroniques, diabète, tension, Attention. etc. Est-ce que la violence, les cas, il y a l'impact encore plus sévère aux autres de la santé? Oui, bien sûr, nous avons un signe détectable, visible de violence. Le plus évident, c'est un signe de violence physique. Donc, nous sommes capables d'alerter, c'est quand nous trouvons une échymose, patient amaigri, patient dénutri, sur hygiène corporelle défectueux. Donc, ça, c'est un signe qui est bien alerté. Et bien sûr, s'il y a une violence physique, psychologique, émotionnelle, bien sûr qu'il peut y avoir un impact sur la santé. Et si, par exemple, il y a une violence financière, nous enlève les capacités financières de la personne vulnérable, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'acheter son médicament, donc l'entourage. Et bien sûr, ça peut avoir un impact pour lui acheter son manger, pour lui manger correctement, pour lui prendre son médicament correctement. Et bien sûr, dans les autres pathologies, pas pour prendre en compte comme il faut. Mhm. Voilà. Et toute forme de violence a un impact aussi sur l'état cognitif de la personne vulnérable. Donc, si déjà on a une prédisposition avec un petit trouble de mémoire qui, jusqu'à présent, est une récit contrôlé, et s'il y a un impact de l'environnement, s'il y a un impact négatif des soignants, bien sûr que l'état cognitif là, il est possible pour décliner plus rapidement. D'accord. Donc, dans le cas de Benjamin qui est encore plus susceptible de perdre la mémoire, Benjamin, par exemple, qui gagne un problème de démence, d'Alzheimer, donc ce Exactement. Benjamin-là, Donc, vous êtes plus vulnérable. exactement. Donc, c'est une personne vulnérable, que ce soit les personnes âgées, les enfants, etc. Mhm. Donc, c'est des personnes vulnérables. Donc, et tout le travail des soignants, des médecins, des psychologues, des assistantes sociales, c'est dépister sur un signe de vulnérabilité là pour capable
prévenir une maltraitance volontaire ou involontaire Mhm, de la mhm. part des aidants familiaux, souvent c'est les aidants familiaux, et aussi de la part des soignants. Alors, ça fait Adam Jess qui ben grand diminué de souffert de stress. Oui, bien sûr. Ils souffrent de stress sous différentes formes. Stress déjà parce qu'ils se sentent isolés de la famille. On ne vit plus de la même manière aujourd'hui. On est assez séparés. On a des rythmes de vie qui sont différents, assez compliqués, assez longs. Mhm. Donc, la personne âgée se sent souvent délaissée. Vous allez voir que quand elle va parler, elle a envie de parler pendant assez longtemps de tout et de rien, parce que justement, il manque ce lien social qui de plus en plus malheureusement diminue. Donc nous, on encourage vraiment l'intergénérationnel, c'est-à-dire d'avoir des enfants qui sont en contact avec les personnes âgées parce que ça les fait le plus grand bien d'être entourés, de parler, de transmettre aussi parce qu'ils ont quand même toute leur histoire à transmettre. Mhm. Donc, ils souffrent souvent de stress dû à ce fait d'être mis de côté vraiment. Il y a le stress, on a parlé de stress financier aussi. Donc, souvent, on n'a plus le contrôle. C'est les enfants qui prennent le contrôle sur nos finances. Donc, du coup, on n'a plus le droit de faire comme on veut. Donc, il y a une perte de contrôle un peu dessus aussi, une perte d'utilité aussi envers la société. On ne sert plus à rien. On a travaillé pendant plusieurs années. Après, on a un manque d'activité, un manque de lien social. Donc, ça crée aussi un stress qui peut déboucher bien souvent vers une dépression aussi chez la personne âgée. Donc, on va voir ça avec vous tout à l'heure, vous qui êtes en cabinet. Comment est-ce que les patients, qu'est-ce qu'ils vous racontent dans le sens que, est-ce qu'ils ont besoin de socialize, est-ce qu'ils ont Mm. besoin de parler? Donc, on va voir ça un petit peu avec vous au cours de cette émission. Par contre, quelles sont vraiment les causes de violence, Safia? Alors, les causes de violence, il y a, comme le docteur Naga a parlé un peu plus tôt, on a des formes de violence qui sont intentionnelles et des formes de violence qui sont non intentionnelles. Fonctionnel. Donc, Mhm. intentionnelles dans le sens où on va vraiment venir abuser de la personne âgée de manière physique, financière, sexuelle. Donc là, c'est des formes de violence intentionnelles. Des formes de violence non intentionnelles, ça peut être, par exemple, chez la personne âgée qui vit avec une démence, ça va être un soignant envers la personne âgée qui va lui poser 100 fois la même question au cours de la journée. Et par manque de formation, par manque de training, Connaissance. comme on appelle, et de connaissances envers la maladie, envers la prise en charge, on va perdre patience un peu avec cette personne. Donc ça, c'est une forme de maltraitance un peu non intentionnelle. Donc voilà. Mhm. Donc, il y a des situations à risque comme ça, docteur, hein? Oui, tout à fait. Donc, c'est donc pas une personne vulnérable. euh, donc, les démences, les troubles psychiatriques, patients grabataires qui n'a du mal à communiquer. Et donc, à la fois la personne familiale référente est aussi en souffrance et aussi le soignant parce qu'il n'est pas formé. Mhm. Voilà. Donc, il y a une échelle pour évaluer le risque de fatigue de l'aidant principal. Et il y en a aussi un soignant dire je ne pas me former pour prendre en charge ce type de patient-là. Donc, tout est dans la communication, tout est dans l'information et formation. Et la formation aussi. Formation. Nous briser un petit coup hein, avec nos deux invités qui fait important, qui ben personnel soignant, ben professionnel, vous êtes capable, vous êtes aussi hein, à prendre ben, une formation beaucoup peut-être approfondie par rapport à une personne âgée, ce qui nous connaît que ça devient aussi un défi. Oui, alors, la personne âgée, souvent, quand on change sur l'environnement, il peut générer une confusion. Une confusion, ça ne veut pas dire démence. Ok. Une confusion, c'est il y a une cause derrière ça et il est irréversible. Donc, bien qu'on recherche les causes de confusion. Et souvent, malheureusement, par manque de moyens ou de formation, les personnes âgées se retrouvent attachées. C'est une forme de violence physique, de restreindre sa liberté de mouvement, Mhm. bien sûr pour protéger lui-même et pour protéger les soignants. Mais avant tout, bien qu'on recherche pour qui fait personne âgée là, même s'il y a une démence, les cas confus. Donc, bien qu'on dépister et recherche des signes de confusion parce qu'il est facilement traitable. Un exemple typique, c'est déshydratation, la douleur, euh, la fièvre, rétention d'urine, rétention de sel. Ça, c'est des signes de confusion, d'agitation, d'agressivité physique ou verbale de la personne malade.
Donc, il est très simple pour traiter. Voilà, ça nécessite une formation. Et docteur, une petite parenthèse là, quand il y a nous rétention d'urine et rétention de sel, Oui. apparemment que c'est très dangereux pour la personne âgée parce qu'il s'accave de faire une infection, c'est ça, si moi bien comprends? Voilà, oui. Donc, rétention d'urine. Donc, la personne n'arrive pas à émettre les urines. Et un des 26, malheureusement, qui va soignant dire, mais docteur, couche là remplir urine. Mhm. Mais il y a une situation que même si la couche remplie d'urine, il y a une rétention d'urine. Donc, bien qu'on examine, bien qu'on palpe, et le fait aussi de parler à la selle depuis plusieurs jours, ça génère une confusion. Et le risque ultime, c'est que la selle-là saute par le haut, Ok. vomisson fécaloïde, et la personne vulnérable, là, la selle-là passe dans le poumon, crée une détresse respiratoire, une infection pulmonaire. Voilà. D'accord. Donc, c'est des signes, c'est des causes qu'il faut rechercher. D'accord. Donc, elle me rappelle, ben, téléspectateur qui, a Zodi, nous inviter dans le plateau. Nous avons tout d'abord avec nous le docteur Vicky Naga, gériatre, qui est spécialiste dans ben soins pour ben dimoun âgé. Âgé, oui. Hein? Ouais. Comment on vous dit ça? Traitement, Dans tout ce qui concerne le vieillissement du corps humain. D'accord, voilà, le docteur Naga qui est un spécialiste de tout ça. Et puis, nous avons aussi avec nous Safia Adamji, qui est psychologue clinicienne de Pécose Azodi, lors ben abus qui existait envers ben personnes âgées. Et pendant le mois de juin, donc l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, il décrète une la journée dédiée juste pour qu'il nous sensibiliser l'on ça le problème là. Et c'est parce que le problème est grave, hein, qui l'ONU il fait ça. Donc, nous ne pouvons intéresser nous aujourd'hui à toute la question autour du bien-être des personnes âgées. Donc, docteur, justement, hein, une cause, tout ce qui est violence, problème, risque hein, qui vient de personnes âgées, et là. Mais quand on dit bien-être, comment est-ce qu'il nous a défini un bien-être d'une personne âgée? Bien-être, c'est donc, Le contraire. ça fait à dire, bien-être physique, psychologique, social, émotionnel, financière. Donc, il y a multiples facettes du bien-être. Mhm. Donc, bien prendre en compte tout ça, un aspect-là. Alors, ça fait, est-ce que c'est un dimanche qui est épanoui, qui sorti, qui a dans un club, qui fait partie de une association, comme on nous dit ici dans Maurice, troisième âge, qui socialise, qui a besoin de les autres dimanches, qui causait, qui riait. Est-ce que c'est ça le bien-être? Alors oui, pour certaines personnes, donc c'est au cas par cas, vraiment, ça dépend de la personnalité de la personne. Le bien-être n'est pas défini juste par le fait de socialize ou d'aller dans différents clubs. Si la Mhm. personne n'a jamais été une personne très sociale de nature et de personnalité, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'est pas bien dans sa peau à la retraite. Peut-être que pour lui, le bien-être, c'est être chez lui, entouré de la famille, pouvoir être dans son jardin. Aussi longtemps que la personne ne montre pas des signes de maltraitance, des signes en fait, de tristesse et d'être lui-même dans sa peau ou elle-même dans sa peau épanouie en tant que personne. Donc, avoir été content de la vie qu'elle a menée, avoir été satisfait, fier de ses prouesses et de ses achievements et avoir envie un peu d'être entouré des siens dans son chez-lui. C'est ça, aussi le une bien-être, définition du bien-être. Donc, autant le lien social existe et on l'encourage vivement pour les personnes qui, eux, aiment entretenir ce lien social, mais il n'est pas défini que par le lien social seulement. Donc, la personne, elle, si elle vous dit que moi, je suis heureuse et on en a eu des personnes âgées qui nous disent j'ai vécu une vie heureuse et je suis heureuse, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est la définition du bien-être, Tout vraiment. à fait. Elle n'a pas vraiment besoin d'être avec les autres, mais au moins de pouvoir partager, parce que tout à l'heure, Oui. je vous ai entendu dire que les personnes âgées, des fois, quand ils viennent chez vous en cabinet, ils parlent et ils ont envie de raconter leur vie, mais ils ont besoin comment dire, s'exprimer, externaliser leurs émotions. Comment est-ce qu'on peut décrire ça? Déjà, moi, je dis que les personnes âgées, c'est un peu c'est des livres, c'est une histoire. Ils viennent avec tout un bagage, ils ont beaucoup à transmettre, c'est de la transmission vraiment, et ils ont tout un vécu. C'est une richesse aussi. On en apprend tout le temps avec les personnes âgées. Moi, c'est pour ça que je fais ce métier, parce que je suis autant nourrie
par eux et par leur expérience, vraiment. Donc, c'est un lien de transmission. Ils ont encore beaucoup à apporter, peut-être d'une autre manière, vraiment vers la société, envers les plus jeunes, mais ils ont des choses à nous dire, ils ont des choses à nous transmettre. Donc, vraiment, il y a beaucoup, il faut juste s'asseoir et leur donner le temps de s'exprimer et de les écouter, vraiment. Et dans le cas où une personne est en train de subir de la violence, docteur, qu'il est bien faire? Effectivement, il bien connaître ce droit. C'est ça, après, première chose, il bien connaître ce droit. Mais comme on dit, c'est souvent une personne vulnérable. Donc, est-ce qu'il y a une vulnérabilité au niveau intellectuel, au niveau cognitif? Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il y a une vulnérabilité au niveau physique? Si il connaît ce droit, il n'est pas qu'à déplacer, il dépend de la personne pour aider pour tout déplacement. Mhm, Il pour, ça sert là pas pour casser sa main. mhm. S'il est dépendant pour le transport aussi. Donc, s'il pas conduire souvent à la retraite ou quelques années après, nous enlève le droit de conduire à la personne âgée parce qu'il Oui. a une déficience visuelle, auditive, etc. Mhm. Ou trouble cognitif. Là, nous allons arrête de conduire pour le bien, son bien à lui et ne pas faire du mal à d'autres personnes. Normal. Voyez, donc, tout ça est fait que la personne devient encore plus dépendante. Voilà, Mhm, malheureusement. mhm. Donc, oui, bien qu'on ce droit et bien qu'on exprimé. Et quand ben, nous soignants venus, ce qui nous remarquait, c'est par exemple, nous remarquons une blessure, une échymose, et la personne vulnérable même essaye de, pas de protéger, mais de dire non, me tomber, etc. Alors que c'est de la violence physique. Donc, Ah, d'une certaine façon, il y a une sorte de homéotape ou de la situation parce qu'il connaît que la personne est vulnérable pour vivre avec cette personne-là. Donc, il n'est pas ose dénoncer. oh. Voilà. Donc, c'est tout le travail des soignants pour dépister ça signe-là. Et bien sûr, cause avec la personne référente et essaye, comprendre qui fait peut faire ça. Souvent, les personnes aidants, les aidants principaux, eux-mêmes sont en difficulté par la situation parce que la personne vulnérable, il passe un autre cap et il devient encore plus dépendant. Donc, il nécessite encore plus de soins, encore plus d'organisation. Donc, il y a une sorte de fatigue de la personne aidant principale, fatigue physique, émotionnelle aussi. Mm. Il n'est pas capable de faire face à ce, la vie personnelle, la vie professionnelle. Donc, il y a une sorte d'épuisement et indirectement un acte de maltraitance involontaire. Et Safia, est-ce qu'il y a un démon qui peut faire face à un problème de violence? Est-ce que cette personne-là, elle a besoin de consulter un professionnel, genre un psychologue? Alors, comme le docteur Naga a dit, tout va dépendre de la personne et de l'état de la personne. Si c'est une personne dépendante, si c'est une personne, par exemple, sur une chaise roulante ou alitée. Beaucoup plus compliqué aujourd'hui de contacter un psychologue ou une psychologue. On va dépendre des aidants autour, on va dépendre de la famille. Est-ce que la personne peut consulter? Oui, bien sûr, elle peut consulter si elle a les moyens et elle a la possibilité de contacter quelqu'un. Mais après, les personnes âgées, aujourd'hui, on voit bien que c'est les personnes autour d'elles avec qui elles vont parler. Donc, le médecin de la sécurité sociale joue un gros rôle dedans parce que c'est la personne qui va se déplacer vers eux au domicile. Mhm. Ça va être un peu les soignants qui vont venir, s'il y a des soignants. Ça va être même les personnes du quotidien, Femme de ménage. les éboueurs, les femmes de ménage qui viennent pour les jardiniers. C'est un peu avec eux qu'ils vont essayer de trouver secours un peu et d'essayer de trouver un moyen, pardon, d'exprimer un peu ce qu'ils ressentent ou une menace si jamais ils se sentent menacés physiquement, émotionnellement ou psychologiquement. Donc, ça résume un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que nous soyons tous sensibilisés à cette cause-là. Il faut que nous puissions comprendre que ben, la violence, les abus, c'est un vrai problème de santé, peut-être on va dire hein, déjà, de santé publique, mais c'est un problème de société aussi. Alors, on me fait signe que nous arrivons presque à la fin de l'émission, déjà. Alors, quel serait votre message, docteur, pour terminer? Et donc, mon message, c'est donc il faut sensibiliser. Sensibiliser les soignants, sensibiliser les aidants familiaux Mhm. pour prévenir et il faut former. 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 Très important, la formation. Quand vous parlez de formation, vous visez qui là? Mais, comme on dit, il y a deux acteurs principaux, non, trois. Il y a la personne elle-même,
qui donne l'information de ce droit. Mhm, Et il y a les aidants principaux, la mhm. famille, souvent, et les professionnels de santé. Professionnels de santé. Vous voulez dire les Les médecins, les médecins, infirmiers, les les infirmières. infirmières, les soignants, les psychologues, l'assistance sociale, etc. L'équipe pluridisciplinaire. Voilà, c'est ça. Et Safia Adamji, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ben, je vais peut-être rajouter les carers qui sont souvent dans les homes qu'on emploie, les gardes-malades aussi qu'on emploie un peu à domicile pour les personnes âgées. Mhm. Donc, ces personnes aussi ont besoin d'être informées, ils ont besoin d'être formées aussi parce que ça change complètement l'attitude et ça change aussi leur prise en charge. Et ils vont, après une formation, bien souvent, ils nous disent, ben, c'est plus facile maintenant. La personne est moins compliquée, la personne est moins, c'est moins compliqué de gérer et ça devient plus facile pour notre travail. Donc, la formation fait une différence vraiment. Après, moi, j'ai envie de rajouter peut-être de voir la personne âgée dans toute son entièreté, avec toute sa dignité jusqu'au bout, vraiment. Très bien, en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau, vous deux professionnels hein, de la personne âgée, on va dire, le docteur Vicky Naga qui est gériatre et Safia Adamji, psychologue clinicienne, et qui sont venus répondre à toutes nos questions. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.